Un document unique au monde, tourné par un groupe de prisonniers au nez et à la barbe des geôliers. Vis-à-vis de la loi militaire, toute opération qui consiste à filmer est considérée comme du renseignement à l'ennemi. C'était passible de la peine la plus lourde, c'est-à-dire allant jusqu'au peloton d'exécution. Tourné par des hommes courageux au péril de leur vie, ce film, sorti en 1946, ayant pour titre « Sous le manteau », raconte les conditions de détention d'un groupe d'officiers français prisonniers en Autriche entre 1940 et 1945. Sur la base des accords de la Convention de Genève, les officiers prisonniers bénéficient d'un statut particulier. Ils ne sont soumis à aucun travail obligatoire. Chaque officier a le devoir de surmonter quotidiennement cette inactivité imposée par son grade. Nous étions 200 par chambre, ça devait faire 400 par baraque. Alors naturellement, même à l'intérieur de la baraque, nous ne nous connaissions pas tous de façon véritable. Il y en a certains que nous connaissions bien, avec lesquels nous étions véritablement amis, et puis d'autres que l'on connaissait uniquement que de vue. À 8 heures, il fallait qu'on dégage, qu'on aille dans les grandes prairies, entre les barbelés et le baraque, et on se mettait là, on attendait, on faisait l'appel. Ces appels avec pas n'importe quelle température, pas n'importe quel temps, et je dois dire dans des conditions souvent très pénibles. Parce que la région où nous étions était dominée par la neige, et la plupart du temps, c'était dans la neige que se passaient ces appels. Si c'était bon, on était libéré tout de suite. Si c'était pas bon, il fallait recommencer. On était libéré vers 9h, 10h, ça dépendait. Puis on s'arrangeait toujours, comme on n'avait rien de particulier à faire, pour que les comptes soient pas bons. C'était une manière de les enquiquiner, quoi. Après l'appel, c'est le début d'une longue journée d'inactivité qui commence. Moi, je me souviens, je lisais, mais je m'entraînais à marcher tous les jours. J'avais calculé 4 kilomètres en faisant le tour des barbelés autour du camp, de façon à être en forme le jour où je m'évaderais. Alors, je faisais toujours 4 kilomètres. Il y en a qui allaient faire de la culture physique, il y en a qui allaient à des conférences, il y en a qui rentraient dans leur baraque pour dormir un peu plus, ou alors prendre une douche dans le local central qui lui était bétonné. Il y avait une grande rangée, un grand tuyau là avec des robinets et on pouvait se doucher à l'eau glacée, bien entendu. Bientôt, la salle de conférence de la baraque 19 se transforme en salle de lecture et en lieu d'études. Progressivement, les officiers français mettent en place une véritable université. L'Oflag 17A va ainsi devenir un campus pour 5000 prisonniers étudiants. Cette faculté a réussi à monter 105 cours par semaine, ce qui était considérable. On allait suivre des cours, il y avait des professeurs de tout. Moi, j'ai fait de l'allemand, du russe, de l'arabe, de l'espagnol. Et puis j'ai lu des tas de bouquins, puis j'allais à des conférences, parce qu'il y avait toujours des conférences sur 5000 officiers. Il y avait des tas de types qui étaient des spécialistes directs. Il y avait un qui était directeur du musée du Louvre, etc. Vous vouliez apprendre le sanskrit, il y avait sûrement quelqu'un qui allait vous enseigner le sanskrit. Puis il y avait les prêtres, il y avait les conférences, avec notamment des cours de théologie. Enfin, on trouvait tout ce qu'on voulait, quoi. Il y avait une vie intellectuelle très intense. Moi, ça ne m'intéressait pas parce que j'avais déjà fait le plein de mes diplômes, alors. L'enseignement dispensé à l'Oflag 17A se révèle de grande qualité. Examen de fin d'études, soutenance de thèse, après la guerre, bon nombre de ces diplômes seront validés dans le civil. Pendant que les officiers partagent leur temps de captivité entre des tâches intellectuelles et le sport, les hommes de troupe sont chargés de l'intendance. Dans les baraques arrivaient alors des véritables tonneaux, avec une soupe qui était faite d'un liquide rouge, assaisonné de rutabaga, et puis de temps en temps un petit morceau de viande, qui permettait de répondre
au colonel commandant allemand Lecamp qui disait « Comment avez-vous trouvé la viande ce matin ?» Ces messieurs, ils disaient « On l'a trouvée par hasard sous une épluchure. » Il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas de viande en particulier. Il y avait un petit morceau de viande tous les 8 jours nageant dans de la flotte. C'était absolument insuffisant. Au commencement, on a eu l'impression qu'on allait être maltraité, parce que naturellement, on ne s'était pas préparé à faire l'armée française entière prisonnier, 2 millions de prisonniers. On a crevé de faim pendant les premiers jours, on n'avait rien à manger. En septembre 1940, l'espoir commence à renaître parmi les prisonniers. Les premiers colis remplis de nourriture arrivent de France. Pour tromper l'ennemi, les prisonniers vont mettre au point un astucieux système de double distribution des colis. Entre-temps, on avait inventé le système des pingouins. Les pingouins, c'était des officiers qui étaient munis d'une pèlerine et qui circulaient beaucoup dans le camp parce que sous la pèlerine, on pouvait dissimuler les paquets. Alors, quand il y avait un nom qu'on ne connaissait pas, mettons Monsieur Duchenoc, on disait c'est un colis truqué. Celui-là, il fallait le dissimuler. Et comme le montre le film, il passait par la fenêtre pendant que les Allemands étaient inattentifs et hop, le pingouin fichait le camp avec ça. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans les colis? Il y avait des trucs par exemple pour les radios. Les lampes vont bientôt servir à fabriquer des postes de radio, instrument indispensable pour rompre l'isolement et connaître l'évolution de la guerre. Par les mêmes circuits de distribution clandestins, des bobines de pellicule, nécessaires à la fabrication du film, sont bientôt introduites. Les prisonniers vont alors faire preuve de la plus grande ingéniosité pour confectionner les accessoires indispensables au tournage. Et le seul endroit du camp qui n'était pas vraiment fouillé, c'était la bibliothèque. Donc, ils ont repéré les endroits où les dictionnaires n'étaient jamais consultés. Parce qu'il y avait des dictionnaires spécialisés qui n'étaient que très rarement, voire jamais consultés. Ils ont eu l'idée de glisser la caméra dans son faux dictionnaire à cet endroit, et ça a très très bien fonctionné. Voilà maintenant 3 ans que les officiers sont captifs, encerclés de barbelés, avec pour seul horizon les baraques, leurs geôliers, les miradors, et toujours la même échappée de campagne, au-delà des griffes de fer. Jamais leur condition de prisonnier n'a été aussi dure. Comment ne pas sombrer? Personnellement, ce qui m'a été plus pénible, c'est que je ne voyais pas le bout de ces aventures. Je me demandais où tout ça allait finir, comment ça allait finir et quand. Ah ben, pour être long, c'est long. Hein. Quand vous en êtes à votre 4e Noël, ça commence à faire. Hein. Ah oui, 5 ans, c'est pas de la rigolade. Hein. Ajoutez à cela la situation géographique de l'Oflag 17A, située dans une région d'Autriche surnommée la Petite Sibérie. L'hiver, la moyenne des températures est voisine des moins 20 degrés. L'hiver, il faisait très froid. Et pour allumer du feu dans les poêles, on n'avait pas de charbon. On a brûlé des chaises, on avait des lits avec des planches. On enlevait une planche sur 2 pour faire du bois, pour chauffer. Ah oui, l'hiver, c'était pas marrant. Chaque planche compte pour faire du bois de chauffage. C'est ainsi que les cloisons des toilettes sont à leur tour sacrifiées. Cependant, le choquant de la situation disparaît peu à peu, encourageant la lecture et les conversations. En 1943, la propagande allemande, diffusée dans les haut-parleurs du camp, n'est plus qu'un bruit de fond, ignoré des prisonniers. Dans le camp, les écoutes clandestines des postes de radio fonctionnent à plein. On avait, je pense, peut-être une dizaine de postes radio, et avec des types qui écoutaient Londres, Berlin, Moscou, jour et nuit, ce qui fait qu'on avait des renseignements invraisemblables, on était au courant de tout. Une organisation secrète s'est mise en place. Chaque information collectée à travers le monde est analysée par un comité d'officiers journalistes chargé de la rédaction d'une synthèse. Chaque baraque dispose à présent d'un compte-rendu quotidien sur l'avancée des Alliés. Quand ils sont partis en Russie, les Allemands, on s'est dit, ils sont foutus. Parce que la Russie, on a tout de suite pensé à Napoléon.
Et on a dit, ben pour eux, ce sera pareil. Et effectivement, ça a été pareil. La France a été perdue par les Allemands en septembre 1944. On n'a plus eu de colis du tout et il a fallu qu'on vive jusqu'au mois de mai, avril-mai de 1945, comme ça, dans des conditions qui étaient très pénibles. À la fin, on crevait de faim littéralement. Moi, je me souviens avoir vendu ma montre pour une tranche de pain. La rigueur de l'hiver 44-45 s'ajoute à la quasi-famine qui règne dans le camp, rendant l'avenir des prisonniers incertain. Le 13 avril 1945, l'armée russe est... Il y a une partie de nous qui ont continué et qui sont tombés sur les Américains assez vite. Et nous, on a attendu. Moi, j'étais très fatigué, beaucoup de diarrhée, j'étais très très mal fichu. Hein. Et alors là, on a vu arriver les Russes. On a fait quelques étapes avec eux, les Russes. On les a fait marcher vers l'Est. Et je dis non, je ne vais pas rester là parce que je ne sais pas où je vais. Et là, avec 3 amis, après avoir marché pas mal, etc., on est arrivé à la frontière entre les Russes et les Américains. Et nous sommes montés à la pente, là, qui menait chez les Américains. Alors on a dit qu'on était français. Alors là, ils ont été très corrects. Ils nous ont donné à manger pour commencer. Alors qu'avant, encore, ce qu'on mangeait, nous, autrefois, c'était une gamelle d'orge cuite. C'était tout, hein, bon, chez les Russes, là. Et bien là, alors, on passe une cuisine noire, alors on ne savait pas où mettre les choses. On avait du pain blanc, de la confiture, des corned beef, enfin, on ne sait pas quoi donner. Un matin, j'étais sur la route, là, et j'ai vu passer un engin que je connaissais pas. C'était une Jeep, j'avais jamais vu de Jeep de ma vie. Et le type, il s'est arrêté, et puis c'est là que j'ai vu que c'était des Américains. Ils nous ont embarqués, on s'est retrouvés à Linz, sur un terrain d'aviation. Là, ils nous ont mis dans des forteresses volantes, et on s'est retrouvés en France. Et je me suis retrouvé sur les Champs-Élysées avec un copain. Eh ben, on était un peu... un peu abruti de se retrouver sur les Champs-Élysées. On se demandait où on était, ça se faisait un tel effet de voir des maisons, des voitures, des arbres, des femmes, des enfants, des magasins. On n'avait pas vu tout ça depuis 5 ans, puis on était libre, on n'avait plus de sentinelles. Ah, ça faisait un drôle d'effet, ça, c'est sûr. Ouais. On est arrivé dans un terrain de fleurs roses avec un ciel bleu et c'est comme ça qu'on retrouvait la France. J'ai pleuré. J'ai vécu là indiscutablement l'émotion la plus forte de ma vie. Ah oui, retrouver la France. Oh. C'est quelque chose d'incroyable. Quant aux bobines restées dans le camp, elles sont confiées à un officier de liaison de l'armée française qui les fait rapatrier en France dès la fin de la guerre. Lorsque le film « Sous le manteau » sortira en salle en 1946, un critique écrira à son propos « Tous ceux qui ne l'ont pas connu peuvent enfin se faire une idée réelle de ce que fut la captivité ».